Salut à tous, c'est parti pour le début de la semaine de l'UE4. Donc on va commencer un truc très sympathique, hein, un rappel de cours sur la métrologie. Donc, je sais que vous kiffez tous ça. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec les grandeurs physiques, donc les grandeurs extensives et intensives. Donc qu'est-ce que c'est qu'une grandeur extensive et qu'est-ce que c'est qu'une grandeur intensive? Les grandeurs extensives sont proportionnelles à la taille d'un système. Elles peuvent donc s'additionner entre elles alors que les grandeurs intensives sont indépendantes de la quantité de matière présente dans le système, elles ne peuvent donc pas s'additionner entre elles. C'est la grosse différence. Les grandeurs extensives, elles peuvent s'additionner entre elles, les grandeurs intensives, elles ne peuvent pas s'additionner entre elles. Les unités, il existe trois types de systèmes d'unités. Donc le système CGS, cm gramme seconde, le système MKSA, mètre kilogramme seconde ampère, et le système international, donc, qui comprend ces 7 unités, donc le mètre, le kilogramme, enfin, faut faire attention, c'est le kilogramme et pas le gramme, seconde, mol, Kelvin, ampère et candela. Donc, il faut bien retenir toutes ces unités, pas les confondre, c'est bien kilogramme et pas gramme, c'est bien Kelvin et pas degré. Donc, faut faire attention. Donc, dans le CGS, on a aussi des unités dérivées. On a le DIN qui est l'unité de force, le erg qui est l'unité de travail et le bari qui est l'unité de pression. Dans le système international, on a aussi des unités dérivées. Le Newton qui est l'unité de force, le joule qui est l'unité de l'énergie du travail, le watt qui est l'unité de puissance, le pascal l'unité de pression et le hertz l'unité de fréquence. Après, ce sont des unités dérivées, elles ne font pas partie des 7 unités du système international. C'est parce qu'avec on peut retrouver ces unités-là grâce aux unités du système international de Newton, c'est des mètres par kilogramme par seconde. Enfin, du coup, on peut les recréer avec les unités du système international, c'est pour ça que c'est seulement des unités dérivées. Les grandeurs fondamentales. Donc ça, c'est un tableau assez simple à connaître par cœur. Donc, ne pas confondre la dimension et l'unité. Ce qui est important aussi, donc au niveau de l'intensité électrique et de l'intensité lumineuse, ne pas se tromper, c'est bien intensité le mot devant et pas tension. L'intensité électrique, sa dimension c'est I, son unité c'est A pour ampère, donc ça à pas confondre non plus, ça peut être un peu compliqué. L'intensité lumineuse c'est CD et pas CA, c'est aussi un piège qui tombe dans les annales. Donc voilà, faire attention à ce genre de choses, donc bien connaître ce tableau-là. Ensuite, les grandeurs fondamentales et suites, donc tout ce qui est multiple, donc ça aussi c'est pareil, c'est à connaître par cœur, ça sera, de toute façon, vous êtes un peu obligé de le savoir pour tout ce qui va être conversion, à la fois en biostat, mais aussi en biophysique, enfin c'est très important de se rappeler qu'est-ce qui est égal à 10 puissance moins 6, c'est micro, 10,9 nano, enfin tout connaître, parce qu'à la fois ça peut être très utile pour les conversions et aussi pour des QCM directement, en biostat vous pouvez avoir directement 10 puissance moins 18, ça correspond à atto, enfin ce serait bête de perdre des points là-dessus, c'est assez simple, donc c'est bien de le connaître. Ensuite, les grandeurs dérivées. Donc, c'est pareil, ça c'est aussi un tableau à connaître soit par cœur, enfin pour le début en tout cas par cœur, donc longueur, bon, dimension, unité, L, mètre, bon ça c'est pas très dur. Vitesse, mètre seconde moins 1, accélération mètre seconde moins 2, surface mètre carré, volume mètre cube, donc ça vous connaissez. Donc après, masse volumique, c'est kilogramme mètre cube par mètre cube, donc kilogramme mètre moins 3. Donc pour se rappeler que masse volumique c'est le kilogramme avant le mètre moins 3, c'est masse, donc masse kilogramme, volumique, volume mètre moins 3. Alors que pour volume massique, c'est le volume qui est avant, donc mètre cube, massique par kilogramme. Bon voilà, vous avez juste à regarder l'ordre des mots et pour savoir c'est quelle unité qui correspond. Ensuite, on va voir la force. Force, donc c'est m fois a, donc la masse fois l'accélération. Donc après on a sa dimension et cette unité-là, ça donne des newtons. On a la pression qui est la force sur la surface, le travail, la force fois la longueur et la puissance, le travail sur le temps. Donc ça c'est des choses importantes à retenir. Les formules, soit vous connaissez par cœur les dimensions et les unités du coup aussi, donc soit vous connaissez ça par cœur pour chacun, ou alors vous connaissez les formules et vous les retrouvez assez facilement le jour du concours en mettant par exemple, on nous demande la dimension de la pression. Vous savez que la pression, c'est la force sur S, sur la surface. Donc, vous mettez les unités de la force sur les unités de la surface et vous retrouvez ces dimensions. Ou alors, vous connaissez par cœur et c'est plus rapide, mais ça, c'est vous qui voyez si vous arrivez à les apprendre par cœur ou pas. Si à ne pas confondre, le travail, c'est noté W, et la puissance, c'est noté P, mais parfois on peut confondre parce que W, ça fait penser à watt, sauf que non, travail, c'est W pour work, et watt, c'est l'unité. Donc c'est aussi W, mais c'est une unité, alors que là, c'est une notation pour travail. Donc il faut faire gaffe à ça, à ne pas confondre quand est-ce que c'est watt, quand est-ce que c'est travail.
Les unités dérivées du système international, donc c'est toujours pareil. Hop, donc on a la force, donc là, force c'est des newtons, donc c'est ce que je vous disais, donc 1 newton égale 1 kg mètre seconde moins 2, donc ça vous connaissez par cœur, ou alors vous le retrouvez avec les formules. La force c'est la masse, donc kilogramme fois l'accélération, donc mètre seconde moins 2, on retrouve 1 kg mètre seconde moins 2, donc ça c'est vous qui voyez, soit vous connaissez par cœur chaque 1 kg par mètre carré par seconde moins 2, tout ça, soit vous retrouvez avec les formules. On a aussi la fréquence qui est égale, enfin sa dimension c'est t-1, donc seconde moins 1. Donc 1 Hz, c'est 1 cycle par seconde, donc ça c'est facile à retenir. Donc faut regarder bien aussi le jour du concours si on vous demande 1 Hz qui est bien le seconde moins 1. C'est le genre de truc qu'on peut piéger en enlevant le moins devant le 1. Donc l'unité de mesure doit toujours être indiquée. Un résultat est toujours suivi de son incertitude absolue. Donc l'incertitude absolue, ça correspond à l'imprécision de la mesure. Et des fois, on peut avoir l'incertitude relative qui, elle, va correspondre à la précision de la mesure. Donc, voilà, c'est fini pour ce rappel de cours sur la métrologie. Et on continue sur la suite. Bon, c'est à nouveau moi pour le rappel de cours sur les maths. Donc c'est parti. La trigonométrie. Les valeurs usuelles des fonctions trigonométriques. Là, vous avez le tableau avec toutes les valeurs. Propriétés de la fonction exponentielle. Donc, tout ça, c'est des propriétés à connaître par cœur. Donc, quand vous avez a puissance x fois la puissance y, ça fait a fois a puissance x, y. A puissance x fois a puissance y égale a puissance x plus y. Enfin bon, c'est toutes les propriétés à connaître. 1 sur a puissance x et a moins x. C'est pour faire les simplifications dans vos exercices. Si jamais vous avez besoin de simplifier une équation, c'est important de les connaître. Donc, exponentielle de 0, c'est égal à 1, ça c'est bien important à savoir, mais de toute façon vous avez votre calculatrice, donc au pire vous faites exponentielle de 0 et vous le voyez. Domaine de définition réel, dérivée exponentielle de x. Donc la limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Fonction réciproque de la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Donc ça, c'est important de se rappeler que lorsque la limite de x tend vers moins l'infini, exponentielle de x est égale à 0, et pas à moins l'infini. Donc après, ça se voit quand vous tracez la courbe de l'exponentielle, mais voilà, c'est pas forcément intuitif directement. C'est les propriétés de la fonction logarithme. La fonction logarithme de base exponentielle, donc c'est le logarithme népérien. Logarithme népérien, donc c'est de e de l'exponentielle, c'est égal à 1. Dérivée de sa dérivée au logarithme népérien, c'est 1 sur x. Strictement croissante sur entre 0 et l'infini. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini. Limite des fonctions. Donc, rappel des propriétés. Si la limite de x tend vers 0, f de x égale à a, et limite de x tend vers 0, g de x égale à b, alors la somme de la limite de fx plus g de x est égale à a plus b. Son produit, ce sera a fois b, et son quotient sera a sur b. Les formes usuelles, limite de x tend vers plus l'infini, donc ça c'est des formes à se rappeler. Lorsque l'on a ln de x sur x puissance n, donc si x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Si on a exponentielle de x sur x puissance n de x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et x tend vers moins l'infini, x puissance n fois exponentielle de x, c'est égal à 0. Bon, après, au concours, si vous ne vous rappelez pas, vous remplacez le x par quelque chose de très grand ou très petit. Si plus l'infini, vous remplacez ça par 1000 par exemple. Enfin, ça dépend, des fois ça peut pas être possible. La calculatrice n'est pas assez puissante, mais par moins si c'est pas possible. Mais vous voyez vers quoi ça tend comme réponse. Si jamais vous vous rappelez plus, ça peut être une bonne astuce. Donc après on a des formes indéterminées, donc si on a plus l'infini plus ou moins l'infini, on ne peut pas conclure directement. Si on a 0 fois l'infini, c'est pareil, on ne peut pas conclure sur quelle sera la limite. Infini sur l'infini ou 0 sur 0, c'est pareil. Les dérivées. Donc lien avec la variation de la fonction. Si f' de x, donc la dérivée de x est supérieure à 0, alors c'est-à-dire que f est strictement croissante. Si f' de x est inférieur à 0, alors f est strictement décroissante. Si f' de x égale 0, alors f est constante. Donc ça c'est utile
pour interpréter la courbe de f. On fait sa dérivée pour savoir si elle est croissante ou décroissante. Donc les dérivées usuelles, donc ça c'est des dérivées, ça c'est un tableau, je vais pas toutes les énumérer, mais à connaître, enfin c'est les dérivées, vous savez qu'il faut les connaître, qu'il y a toujours une question au concours dessus. Ensuite les primitives. Donc ça c'est un peu la partie que vous aimez pas, mais c'est pareil que les dérivées, au final il faut les connaître. Après, au concours, ce sera sous forme de QCM, donc si vraiment vous n'y arrivez pas avec les primitives, vous prenez toutes les réponses qu'on vous propose et vous la dérivez, puis vous voyez si vous retournez sur la fonction de base. Bon, je vous laisse le tableau là pour que vous puissiez voir un peu quels primitifs sont à connaître. Hein. Faites pause si jamais vous voulez voir plus longtemps. Donc les équations différentielles. Donc, on appelle équation différentielle toute équation de la forme AY' plus BY égale à C. Avec A et B sont des réels donnés, sachant que A est différent de 0. Y et Y' sont les valeurs d'une fonction f inconnue et de sa dérivée, en tout pour x appartenant à R. Ça, c'est important à retenir les équations différentielles, il y en a très régulièrement. Donc, résoudre une équation différentielle, c'est rechercher l'ensemble des fonctions, quand elles existent, qui sont solutions de l'équation. On a donc comme solution globale à retenir, donc c'est surtout ça qui est important de retenir, f de x égale à y0 moins b sur a x plus c sur b. Donc ça tombe régulièrement au concours. Il faut bien retenir cette fonction, c'est important. Et voilà, donc c'est fini pour les rappels de maths. Et maintenant, on passe réellement aux exercices. Salut à tous, alors du coup on va aborder dans cette vidéo essentiellement la métrologie et les maths. Donc la métrologie va s'appuyer sur 3 QCM différents. Donc le premier va porter essentiellement sur des questions de cours. Donc le Kelvin est une unité du système MKSA, le joule est une unité de travail, une valeur est l'expression qualitative d'une grandeur, le point triple de l'eau correspond au point de coexistence de l'état solide, gazeux et liquide, et enfin une erreur systématique est inévitable. Du coup, la B et la D étaient des items corrects, puisque la A est fausse, puisque le Kelvin est une unité du système international et non MKSA. La B est vraie, le joule est bien une unité de travail. La C est fausse. Une valeur est l'expression quantitative et non qualitative d'une grandeur. La D est vraie, puisque le point triple de l'eau correspond bien au point de coexistence de l'état solide, gazeux, liquide. Et enfin, la E est fausse, une erreur systématique est évitable. La question 2 donc, va porter sur les unités. 1 nanomol est égal à 10 puissance moins 16 gigamol. 1 newton est égal à 1 joule par mètre. 1 nanogramme par millilitre moins 1 est égal à 10 puissance moins 9 grammes par centimètre moins 3. 1 atomol est égal à 10 puissance moins 9 nanomol. Et enfin, 1 pétagramme est égal à 10 puissance moins 15 grammes. Alors, les bons items, du coup, c'était les C et D. La A est fausse puisqu'on sait que 1 nanomol est égal à 10 puissance moins 9 mol et 1 gigamol est égal à 10 puissance 9 mol. Donc on a 1 nanomol qui est égal à 10 puissance moins 18 gigamol. La B est fausse puisqu'on sait que 1 joule est égal à 1 newton par mètre. Donc on a simplement besoin de faire passer les mètres de l'autre côté et donc on se retrouve avec 1 joule par mètre moins 1 qui est égal à 1 newton. La C est bien vraie puisque 1 nanogramme est égal à 10 puissance moins 9 grammes et 1 millilitre est égal à 1 cm cube. Donc 1 nanogramme par millilitre moins 1 est égal à 10 puissance moins 9 grammes par centimètre moins 3. La D est vraie également, puisque 1 atomol est égal à 10 puissance moins 18 mol et 1 nanomol est égal à 10 puissance moins 9 mol. On a donc un atomol qui est égal à 10 puissance moins 9 nanomol. Enfin, la E est fausse. Ce piège arrive très souvent. Ne regardez pas simplement les valeurs numériques, mais pensez à regarder aussi les signes, puisque 1 pétagramme est égal à 10 puissance 15 grammes et non 10 puissance moins 15. Enfin, la dernière question donc, porte sur l'équation de dimension. Donc, on s'intéresse à l'énergie de transition, donc, qui est définie à partir de l'équation E est égal à H fois donc, la fréquence, sachant que H, donc, c'est la constante de Planck, évidemment. L'équation de dimension, donc c'est l'item A. On va voir pourquoi. Donc on cherche la constante de Planck. L'idée en fait c'est d'isoler la constante de Planck. Donc on sait que E est égal à H fois V. On isole H, donc on se retrouve avec H est égal à E sur V. Et donc on sait que E c'est une énergie, donc une énergie est forcément exprimée en kilos par mètre carré par seconde moins 2.
et V est une fréquence, donc c'est forcément exprimé en seconde moins 1. On a simplement besoin du coup de remplacer chaque l'énergie et la fréquence par leurs unités. Et du coup, on se retrouve en kilogrammes par mètre carré. Et attention, c'est seconde moins 1. Et du coup, l'équation de dimension, donc M représente bien la masse, donc kilo. L représente bien la longueur, donc on a bien mètre carré, donc L au carré. Et T représente le temps, donc on est en seconde moins 1, c'est-à-dire qu'on est en T moins 1. Du coup, on va passer aux mathématiques. Donc, la princesse répond souhaite étudier la pousse de sa belle chevelure en fonction du temps. Pour cela, elle utilise la fonction f de x qui est égale à ln de x carré plus 20 moins ax. Et donc ici, on cherche sa dérivée. Donc l'item correspondant à ces dérivées, c'était l'item B. Donc on sait que la dérivée d'une fonction donc ln de u de x en général, sa dérivée, ça va être u' de x sur u de x. Donc ici, u de x, ça va être ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc x carré plus 20 moins ax. Et sa dérivée, tout simplement, donc x carré, ça va donner 2x, 20, ça va donner 0, et moins ax, ça va donner moins a. Donc on se retrouve avec u' sur u, qui est égal donc à 2x moins a sur x carré plus 20 moins ax. Et donc du coup, on a sa dérivée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon courage et puis surtout croyez en vous, c'est le plus important. Salut à tous, donc moi c'est Noah et je vais vous faire une présentation sur un rappel de cours sur les intervalles de fluctuation et de confiance. Donc déjà, l'estimation ponctuelle. Pour une moyenne observée, donc mu, c'est quoi? C'est petit m est égal à l'ensemble des x sur n, où n est égal au nombre de personnes. Pour une variance estimée, donc sigma au carré est égal à s carré, qui est égal à 1 sur n-1, fois l'ensemble des x qui est déjà au carré, moins l'ensemble des x qu'on met au carré cette fois sur n. Donc là, bien attention à ne pas se tromper dans la formule parce qu'on a tendance à inverser ce qu'on met au carré et ce qui est déjà au carré. Donc bien se rappeler que on prend d'abord ce qui est déjà au carré et ensuite dans la deuxième partie on met au carré. Pour un pourcentage observé, donc P0, on prend la valeur de la répartition de la valeur du caractère au sein de l'échantillon. Donc l'intervalle de confiance, donc qu'est-ce que c'est? On cherche à calculer à partir d'un paramètre qu'on observe dans l'échantillon un intervalle qui a une probabilité 1 moins alpha de contenir le paramètre théorique dans la population. Alpha est donc le risque que l'on prend en affirmant que l'IC est un encadrement du paramètre dans la population étudiée. Donc pour l'intervalle de confiance, je vous conseille d'apprendre surtout le schéma pour bien comprendre qu'on part d'un échantillon qu'on connaît pour aller jusqu'au paramètre de la population qu'on ne connaît pas. Et pour un moyen mémotechnique, il y a échantillon, confiance, où il y a 2 cellules en chaque. Donc un intervalle de confiance d'une moyenne sur grand échantillon, donc n supérieur à 30. Donc c'est quoi? C'est IC 1 moins alpha est égal à m plus ou moins z alpha sur 2 fois s sur racine de n. Donc m et s sont calculés à partir de l'échantillon, comme on a vu précédemment avec les deux formules pour l'estimation ponctuelle. Les conditions de validité, c'est que n doit être supérieur ou égal à 30, donc grand échantillon. Et le lecture du seuil se fait dans la table de la fractile de la loi normale centrée réduite. Attention à bien se souvenir, on sait que alpha vaut très souvent 5%, donc 0,05, et z alpha sur 2, 1,96. Pour un intervalle de confiance d'une moyenne sur petit échantillon, on fait 1 IC 1 moins alpha est égal à Tn-1 alpha sur 2 fois S sur racine de n. Donc cette fois-ci, attention, c'est petit échantillon, donc n inférieur à 30. Donc les CV, c'est quoi? C'est X doit suivre une loi normale dans la population. Et la lecture du seuil se fait dans la table de student, donc c'est ça qui change surtout. Le coefficient T, donc comme on voit Tn-1, il dépend aussi du risque alpha, mais aussi du DDL, donc le degré de liberté qui se calcule de la manière suivante avec N-1 pour la table de student. Un intervalle de confiance d'un pourcentage cette fois-ci sur grand échantillon. Donc c'est IC1 moins alpha est égal à P0 plus ou moins Z alpha sur 2, racine carrée de P0 Q0 sur N. Attention, petite particularité, les CV se calculent après le calcul surtout. Et aux bornes.
Donc on fait n fois p est égal à supérieur ou égal à 5 et n fois q supérieur ou égal à 5. Les deux doivent aller après le calcul et aux bornes. C'est très important, sinon c'est faux. Lecture du seuil dans la table fractile de la loi normale sont très réduites. Et là, attention à bien se souvenir, c'est très important. Intervalle de confiance d'un pourcentage sur petit échantillon, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les CV ne sont pas respectés aux bornes. Donc ça, attention, ça peut être un piège. Maintenant, un intervalle de fluctuation. On cherche à calculer un intervalle en partant des propriétés de la population cette fois, afin de trouver celle de l'échantillon. Donc pareil, encore, on se souvient du schéma, on part de la population pour aller vers l'échantillon qu'on ne connaît pas. Donc population et fluctuation, il y a tous les deux dans la fin du mot, le mot tion. Donc c'est pour ça que c'est un moyen mémotechnique. Donc un intervalle de fluctuation d'une moyenne sur grand échantillon, on fait IF 1 moins alpha est égal à mu plus ou moins Z alpha sur 2 fois sigma sur racine carrée de n. Les CV sont n supérieur ou égal à 30 ou x doit suivre une loi normale. Encore une fois, on lit le seuil dans la table fractile de la loi normale centrée réduite. Et on connaît déjà la moyenne mu et la variance sigma. Mais attention, c'est pas la variance qu'on prend dans la formule. Il faut bien faire attention, parce que la variance c'est sigma carré. Alors que dans la formule c'est sigma tout court. En sachant que S est égal à sigma sur racine de n. Un intervalle de fluctuation d'une moyenne sur petit échantillon. Donc c'est IF 1 moins alpha est égal à mu plus ou moins Z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc comme on voit, c'est la même formule. Qu'est-ce qui change? C'est juste les CV. Donc les conditions de validité. Donc la variable x doit suivre une loi normale cette fois. Et on prend encore la même table, donc fractile de la loi normale, centrée réduite. Un intervalle de fluctuation d'un pourcentage, que ce soit un petit ou un grand échantillon, ça ne change rien, c'est pareil. IF 1 moins alpha est égal à P, plus ou moins Z alpha sur 2, racine de PQ sur N. Donc les CV, ça doit être N fois P est égal, supérieur ou égal à 5, et aussi N fois Q supérieur ou égal à 5. Une nouvelle fois, la lecture du seuil se fait dans la table fractile de la loi normale centrée réduite. Et on connaît le pourcentage petit p. Un intervalle de fluctuation d'une variable y sur petit ou grand échantillon. Donc cette fois on fait IF 1 moins alpha de y est égal à E de y plus ou moins Z alpha sur 2, racine carrée de V de y. Donc vous vous demandez qu'est-ce que c'est le E de y et le V de y. Donc le E de y c'est la moyenne de y, tandis que le V de y c'est la variance. Et les CV sont que V et E, donc la moyenne et la variance, doivent suivre une loi normale. Et on lit le seuil dans la table loi normale, fractile de la loi normale centrée réduite. Voilà, merci. Salut à tous les amis, c'est David dans la Flash Pokémon, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, je me retrouve avec Miss Jirachi. Coucou. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit exo dans un groupe de 500 passes. On sait que les 3/4 participent au concours blanc. On souhaite calculer au risque 5% une estimation du pourcentage d'étudiants qui participent au concours blanc organisé par leur tutorat sur l'ensemble des PACES français. On supposera que le groupe de 500 PACES est représentatif de l'ensemble des PACES français. Question 1. L'intervalle à calculer est un intervalle de fluctuation d'un pourcentage, un intervalle de fluctuation d'une moyenne, un intervalle de confiance d'un pourcentage, un intervalle de confiance d'une moyenne, ou aucune de ces réponses. Et ben là, c'était un intervalle de confiance d'un pourcentage, tout simplement parce que on parlait d'un pourcentage, on parlait de 3/4, d'une fraction, d'une proportion, c'est exactement la même chose qu'un pourcentage. Et c'est un intervalle de confiance parce qu'on part de l'échantillon de 500 PACES. Pour moi, un intervalle de confiance, c'était par rapport au sondage, parce que dans la première syllabe, il y avait le son « on », et donc, un sondage, on part toujours d'un échantillon pour élargir à la population. Donc pour moi, l'intervalle de confiance, c'était l'échantillon. Pouvez-vous trouver des petits moyens mnémotechniques comme ça pour retenir le fait qu'à un intervalle de confiance, on part de l'échantillon, un intervalle de fluctuation, on part de la population. Sinon, beaucoup plus simple. Fluctuation, ça finit par sion, population, ça finit par sion. Donc intervalle de fluctuation, vous partez tout le temps de la population. Et intervalle de confiance, ça va être du coup, par élimination, l'échantillon. On connaît le pourcentage de l'échantillon, celui des 500 PACES, qui correspond à 3/4, donc c'est-à-dire 0,75%. On cherche donc l'équivalent de ce pourcentage dans une population donnée, l'ensemble de tous les PACES. Question 2. La borne inférieure de l'intervalle cherché est égale à 0,71, 0,38, 0,79, 0,23, aucune de ces réponses. Bon là c'est le calcul, la formule toute simple à connaître par cœur. Donc on a la borne inférieure de l'intervalle cherché est égale à 0,71. C'était donc la réponse A.
La formule, c'est celle-là. P plus ou moins Z alpha sur 2 fois racine de PQ sur N, avec donc P égale 0,75. En fait, on pourrait mettre P0 parce que c'est le pourcentage sur l'échantillon. Donc il pourra être appelé P0. Et Q, pareil, on pourrait l'appeler Q0, c'est pareil, c'est le pourcentage sur l'échantillon. Et donc, quand on remplace par les bonnes valeurs, on trouve ça, N c'est 500, vu qu'on a un échantillon de 500 passes, et on trouve l'intervalle de confiance suivant, 0,71, 0,79. Donc, la borne inférieure est bien 0,71. Mais attention, pour que cet intervalle de confiance il soit valable, eh bien, on va vérifier les conditions de validité. Attention, intervalle de confiance, les conditions de validité pour la répartition, pour un pourcentage, ça se vérifie à la fin. Toujours à la fin. Parce que, en fait, on s'intéresse, ce qu'on cherche, c'est les conditions de validité sur la population. Et comme au début, on a seulement des informations sur l'échantillon, et ben on va vérifier les conditions de validité à la fin, sur donc, P et Q. Et donc il faut que NP soit supérieur à 5 et NQ supérieur ou égal à 5. Donc pour la borne inférieure, on va vérifier du coup pour la borne inférieure et pour la borne supérieure. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir fait le calcul de l'intervalle de confiance avant de vérifier les conditions de validité. NP égale 500 fois 0,71 égale 355, c'est donc bien supérieur à 5. Et NQ égale 500 fois 0,29 égale 149 supérieur à 5. Donc là on a uniquement pour la borne inférieure, les conditions de validité sont vérifiées. Maintenant si on veut calculer pour la borne supérieure, ça va être exactement la même chose. NP égale 500 fois 0,79 égale 395 supérieur à 5. NQ égale 500 fois 1 moins 0,79 égale 105 supérieur à 5. Donc les conditions de validité sont bien vérifiées pour cet intervalle de confiance. La borne supérieure de l'intervalle cherché est donc égale à, on vient de le voir, 0,79. Voilà, intervalle de confiance, c'est vraiment la base de la base en biostat. C'est important de bien connaître ça. Bien connaître les formules, ne pas se tromper entre intervalle de confiance et intervalle de fluctuation. Ça, c'est ce qui va être le plus dur. Et puis, pensez surtout à vérifier les conditions de validité à la fin, c'est-à-dire avec P et Q et non pas avec P0 et Q0. On cherche à vérifier les conditions de validité à partir des données sur la population et non pas sur l'échantillon. Et donc, il faut d'abord calculer l'intervalle de confiance. Voilà, donc j'espère que tout a été clair. De toute façon, si vous n'avez pas compris un truc, vous pouvez contacter les tuteurs. Ou tout simplement, si vous oubliez dans 2 jours comment on calcule un intervalle de confiance, et ben vous revenez sur cet exo. Et voilà, vous devriez avoir la réponse. Allez, bon courage pour la suite de la soirée. Et salut, à plus.